Imaginez ceci. Vous êtes debout dans votre cuisine, le cœur battant à tout rompre, le visage rougi par la colère à cause de quelque chose qui s'est passé au travail. Vos mains tremblent, votre respiration est superficielle, et chaque fibre de votre être veut se déchaîner. Ça vous rappelle quelque chose? Nous sommes tous passés par là. Ce moment où la colère nous saisit comme un feu de forêt, consumant tout sur son passage, ne laissant derrière elle que regrets et relations abîmées. Mais si je vous disais qu'il y a plus de 2000 ans, 3 hommes remarquables ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont constaté que la colère n'a pas besoin d'être votre maître. En fait, ils ont appris que cette même force, qui semble nous détruire, peut en réalité devenir notre plus grand enseignement. Ces hommes n'étaient pas des philosophes de salon vivants dans des tours d'ivoire. Épictète était un esclave, devenu l'un des plus grands maîtres de la sagesse de l'histoire. Sénèque a navigué dans les eaux politiques traîtresses de la Rome antique. Marc Aurèle a gouverné un empire tout en luttant contre ses propres démons intérieurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 révélations profondes de ces maîtres stoïciens qui transformeront à jamais votre façon de vivre la colère. Ce ne sont pas seulement de jolies phrases inscrites sur d'antiques parchemins. Ce sont des outils éprouvés au combat qui ont aidé des millions de personnes à travers les siècles à transformer leur émotion la plus destructrice en leur alliée la plus puissante. Commençons par une vérité qui pourrait vous surprendre. La colère n'est pas votre ennemi. C'est un feu. Et comme tout feu, il peut soit détruire votre maison, soit réchauffer votre famille durant la nuit, la plus froide de l'hiver. Épictète nous a appris que la colère est un feu que seule la sagesse peut éteindre. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes réellement mis en colère. Vous souvenez-vous de cette sensation de flamme léchant votre poitrine, de cette impression d'engloutissement de toute pensée rationnelle? C'est que, chimiquement parlant, la colère est littéralement un feu. Votre corps se remplit d'hormones de stress, votre température augmente, votre tension artérielle s'élève. Vous brûlez littéralement de l'intérieur. J'ai appris cette leçon à la dure lors d'une réunion particulièrement houleuse avec un collègue. Nous discutions d'une date butoir pour un projet, et soudain la conversation est devenue personnelle. Des mots durs ont fusé comme des étincelles d'un feu de camp. Chaque remarque cinglante ajoutait du combustible aux flammes, jusqu'à ce que nous soyons tous deux consumés par la rage. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots d'Épictète, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai pris une respiration lente et délibérée, puis une autre. J'ai imaginé verser de l'eau fraîche sur ces flammes dans ma poitrine. Le changement a été immédiat. Ma voix s'est adoucie. Mes épaules se sont détendues. Au lieu de jeter de l'essence sur le feu, j'avais choisi d'être l'eau. La conversation est passée de la confrontation à la collaboration, et nous avons trouvé une solution satisfaisante tous les deux. Voilà la puissance de reconnaître la colère comme un feu, et la sagesse comme l'eau. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en pleine fournaise pour appliquer ce principe. Le mois dernier, le chien de mon voisin a commencé à aboyer à 5 heures du matin, chaque matin. L'ancien moi serait allé lui faire la leçon, le regard incandescent, prêt à en découdre. Au lieu de cela, j'ai senti la chaleur familière monter dans ma poitrine, et j'ai pensé à Épictète. J'ai laissé la sagesse refroidir ses flammes avant qu'elles ne se propagent. Le résultat? Une conversation calme qui a mené à la compréhension. Mon voisin ne réalisait pas à quel point nos murs étaient fins, et nous avons travaillé ensemble pour trouver une solution. Ce qui aurait pu être une querelle de voisinage est devenu une amitié plus solide. Cela nous amène à notre deuxième vérité profonde. Celui qui maîtrise sa colère devient maître de lui-même. Épictète n'a pas dit cela à la légère. Il l'a vécu. Esclave, il avait toutes les raisons d'être envahi par la rage. Et pourtant, il a découvert que la liberté véritable ne provient pas des circonstances extérieures, mais du contrôle intérieur. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a coupé la route ou vous a dit quelque chose qui vous a profondément blessé. À ce moment-là, vous aviez le choix. Vous pouviez laisser la colère guider votre réaction, devenant son esclave, ou vous pouviez faire une pause et choisir votre réponse.
Cette pause, ce moment de choix conscient, c'est là que commence la maîtrise. Je me souviens avoir enseigné à un groupe d'étudiants particulièrement difficile. Un jeune homme semblait déterminé à perturber chaque cours, à repousser toutes les limites. Mon instinct naturel était de réagir avec la même énergie, d'imposer ma dominance par la colère. Mais j'ai alors rappelé l'enseignement d'Épictète sur la maîtrise. Au lieu de réagir, j'ai répondu. J'ai écouté ce que son comportement voulait vraiment dire. J'ai découvert qu'il avait des difficultés à la maison, qu'il se rebellait parce qu'il se sentait impuissant partout ailleurs. En maîtrisant ma colère initiale, j'ai acquis quelque chose de bien plus précieux, la capacité de l'aider à trouver de meilleures façons d'exprimer sa frustration. Il est devenu l'un de mes étudiants les plus dévoués. Voilà le paradoxe de la maîtrise de la colère. Lorsque nous arrêtons d'essayer de contrôler les autres par notre rage, nous gagnons le pouvoir de vraiment les influencer par notre calme. Sénèque, qui conseillait des empereurs et affrontait la mort avec courage, nous a enseigné que celui qui sait attendre trouve la paix dans le silence. Cela ne signifie pas devenir passif ou faible. Cela veut dire reconnaître que la réponse la plus puissante vient souvent après que la tempête s'est calmée. Mais la maîtrise n'est que le début. Une fois que vous avez appris à reconnaître la colère comme un feu et à revendiquer votre souveraineté sur vos réactions, vous êtes prêt pour un concept encore plus révolutionnaire. Ne soyez pas l'esclave de votre colère, soyez son guide. La sagesse de Sénèque sur ce point est radicale. Il ne nous dit pas de réprimer la colère, ni de faire semblant qu'elle n'existe pas. Il dit que nous pouvons en réalité utiliser l'énergie de la colère à notre avantage. Pensez à la colère comme à un cheval sauvage. Vous pouvez laisser ce cheval vous jeter à terre et vous piétiner, ou vous pouvez apprendre à le chevaucher vers la destination que vous voulez atteindre. Cette leçon est devenue concrète pour moi quand j'ai découvert qu'un ami proche m'avait trahi. La colère était volcanique, menaçant de détruire non seulement notre amitié, mais aussi ma tranquillité d'esprit. Chaque instinct me poussait vers la vengeance, vers des mots tranchants qui blesseraient mon ami autant qu'il m'avait blessé. Mais l'enseignement de Sénèque m'a fait réfléchir. Et si cette colère essayait de m'enseigner quelque chose d'important sur mes valeurs, sur ce qui comptait vraiment pour moi? Au lieu de me déchaîner, je me suis assis avec ma colère. Je l'ai laissé me guider vers une compréhension plus profonde de pourquoi cette trahison me faisait tant mal. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de l'incident en lui-même. C'était à propos de ma peur d'être vulnérable, de mon besoin de contrôle, de mon attente que les autres pensent et agissent comme moi. La colère est devenue ma maîtresse, me montrant des facettes de moi-même que je n'avais pas pleinement comprises. Quand j'ai finalement parlé à mon ami, ce n'était pas d'un lieu de rage, mais d'un lieu de clarté. Nous avons eu une conversation qui a en réalité renforcé notre relation, parce que j'avais utilisé ma colère comme guide, plutôt que comme arme. L'énergie qui aurait pu nous détruire a plutôt illuminé ce dont nous avions tous les deux besoin pour grandir. Ce principe fonctionne aussi dans des situations plus banales. Quand mon voisin a bloqué ma place de parking de manière récurrente, ma première impulsion a été l'indignation juste. Mais au lieu de déclencher un conflit, j'ai laissé la colère me guider vers ce dont j'avais vraiment besoin. Des limites claires et une communication respectueuse. La suite de la conversation a conduit à une compréhension mutuelle et à la considération réciproque. Marc Aurèle, qui a gouverné un empire tout en combattant ses propres démons, a ajouté une autre couche à cette sagesse. Celui qui dirige. Sa colère en fait son serviteur, pas son tyran. L'empereur comprenait que la colère renferme une énergie énorme. La question n'est pas de savoir si nous la ressentirons, mais ce que nous en ferons une fois qu'elle sera là. Maintenant, voici où la sagesse ancienne devient encore plus pratique. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la colère atteigne son intensité maximale pour travailler avec elle. En fait, les maîtres ont découvert que plus vous la saisissez tôt, plus il est facile de la transformer. Sénèque enseignait que celui qui comprend sa colère l'apaise avant qu'elle n'explose. Il ne s'agit pas de devenir engourdi émotionnellement ou de faire comme si tout allait bien. Il s'agit de développer la sensibilité à remarquer les premiers chuchotements de la colère
avant qu'ils ne deviennent des hurlements. Pensez à la colère comme à une casserole d'eau sur le feu. Vous pouvez attendre qu'elle déborde, brûlant tout ce qu'elle touche, ou vous pouvez remarquer les premières bulles et baisser le feu en conséquence. La personne sage apprend à lire les premiers signes. La contraction dans la poitrine, l'accélération de la respiration, le léger glissement de perspective qui fait que tout semble plus menaçant qu'il ne l'est vraiment. J'ai appris cette leçon lors d'une dispute qui aurait pu être dévastatrice avec une amie très chère. Elle a fait un commentaire qui touchait un point sensible chez moi, quelque chose à propos de mes habitudes de travail que j'ai interprété comme une attaque personnelle. J'ai senti la chaleur familière monter, mais cette fois, je l'ai perçue tôt. Au lieu de réagir immédiatement, je me suis posé une question simple. Pourquoi suis-je si blessé par cette remarque? La réponse m'a surpris. Ce n'était pas vraiment à propos de son commentaire. C'était à propos de ma propre insécurité, de ma peur de ne pas travailler assez dur, de ma crainte de décevoir les autres. Une fois que j'ai compris ce qui se passait vraiment en moi, j'ai pu m'attaquer au vrai problème. Au lieu de m'emporter contre mon ami, j'ai eu une conversation vulnérable sur mes peurs et mes insécurités. Elle a été incroyablement solidaire et notre relation s'est approfondie plutôt que de se détériorer. Ce système de reconnaissance précoce fonctionne aussi dans le milieu professionnel. L'année dernière, j'étais impliqué dans un projet où les malentendus s'accumulaient. Je sentais la frustration grandir non seulement en moi, mais dans toute l'équipe. Au lieu d'attendre que quelqu'un explose, j'ai convoqué une réunion pour aborder ce qui se passait vraiment. Nous avons découvert que chacun se sentait débordé et sous-estimé. En saisissant la colère collective tôt, nous avons pu restructurer notre approche et créer un environnement de travail beaucoup plus harmonieux. Le secret est de développer ce que j'appelle la littératie émotionnelle. Tout comme nous apprenons à déchiffrer les mots sur une page, nous devons apprendre à lire les signaux que nos corps et nos esprits nous envoient. Cette tension dans la mâchoire, la façon dont vos pensées commencent à s'emballer, le léger glissement de la manière dont vous interprétez les actions des autres, ce sont tous des signaux d'alarme précoce, que la colère commence à monter. Mais parfois, malgré nos meilleurs efforts, la colère finit par arriver à plein régime. Quand cela se produit, les stoïciens nous offrent peut-être leur plus bel enseignement. Laissez la colère passer comme un nuage dans le ciel. Marc Aurèle, écrivant dans son journal privé qui deviendra plus tard « Pensée de pour moi-même », comparait les émotions aux phénomènes météorologiques. Les nuages se forment, dérivent dans le ciel, puis finissent par se dissoudre. Ils ne deviennent pas des éléments permanents dans les cieux, et nos états émotionnels ne devraient pas devenir des éléments permanents dans nos esprits. Le génie de cette métaphore est qu'elle change entièrement notre relation avec la colère. Au lieu de nous identifier à elle, au lieu de dire « je suis en colère », nous apprenons à l'observer. La colère est là. C'est un léger changement de langage qui crée un changement profond dans l'expérience. Je me souviens être assis dans mon bureau, bouillonnant de colère contre un collègue qui m'avait interrompu à plusieurs reprises lors d'une présentation importante. La colère semblait solide, permanente, comme si elle faisait partie de mon identité, à ce moment-là. Puis je me suis souvenu de la métaphore du nuage de Marc Aurèle. J'ai littéralement regardé par la fenêtre le ciel, observé un nuage dériver. En le regardant bouger et changer de forme, j'ai compris que ma colère faisait de même. Elle bougeait, évoluait, et si je ne l'alimentais pas en y accordant mon attention, elle finirait par se dissiper naturellement. En 10 minutes, la colère était passée. Pas parce que je l'avais réprimée ou combattue, mais parce que je l'avais simplement observée sans m'y attacher. J'ai pu aborder mon collègue plus tard avec une curiosité authentique plutôt qu'avec une posture défensive. Et nous avons mis en place un bien meilleur système de communication pour les futures présentations. Cette pratique d'observer la météo émotionnelle fonctionne particulièrement bien avec ces irritations quotidiennes qui peuvent s'accumuler en rancœur plus grande. La musique trop forte du voisin, la connexion Internet lente, l'ami qui est toujours en retard, ces petites contrariétés peuvent devenir de grandes colères si nous les traitons comme des tempêtes permanentes. Mais quand nous les voyons
comme des nuages passagers. Elles perdent leur pouvoir de troubler notre paix intérieure. Le plus beau, c'est que plus on pratique, plus cela devient naturel. Vous commencez à remarquer que toutes les émotions, pas seulement la colère, sont des visiteurs temporaires dans l'immense ciel de votre conscience. Cela ne les rend pas moins significatives ou moins importantes, mais cela les empêche de submerger toute votre expérience. Maintenant, voici où la sagesse stoïcienne prend un tournant inattendu. Parfois, notre colère n'a rien à voir avec la situation présente. Parfois, elle est un miroir qui nous renvoie des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore pleinement reconnus. Sénèque observait que la colère des autres est souvent un reflet de nos propres insécurités. Cette perspicacité est à la fois humiliante et libératrice. Elle suggère que lorsque la colère des autres déclenche une réaction intense en nous, c'est peut-être parce que cette colère éclaire quelque chose en nous que nous n'avons pas encore totalement affronté. J'ai expérimenté cette révélation durant une période particulièrement frustrante, avec un collègue qui semblait aborder chaque tâche avec une attitude désinvolte. Son approche décontractée des délais, son indifférence apparente à la qualité, cet esprit de « ça ira bien » faisait bouillir mon sang. Je me retrouvais à ruminer son comportement, à perdre le sommeil à cause des projets auxquels il participait. Puis je me suis souvenu de l'enseignement de Sénèque sur le miroir. Je me suis posé une question inconfortable. Qu'est-ce dans son comportement qui me déclenche si intensément? La réponse a été douloureuse, mais éclairante. Son attitude décontractée reflétait ma propre peur profonde de ne pas être à la hauteur, ma terreur d'être perçu comme paresseux ou incompétent. Je projetais mes propres insécurités sur lui, puis je m'énervais contre le reflet. Une fois que j'ai compris cette dynamique, tout a changé. Au lieu d'essayer de contrôler son comportement, j'ai travaillé à affronter mes propres peurs et mes tendances perfectionnistes. Ironiquement, en devenant moins réactif à son style de travail, notre relation professionnelle s'est nettement améliorée. J'ai pu formuler des retours constructifs sans charge émotionnelle, et il a réagi beaucoup plus positivement. Ce principe du miroir fonctionne aussi dans les relations familiales. Ce parent qui critique toujours vos choix de vie, cet ami qui ne prend jamais rien au sérieux, ce voisin qui se plaint constamment de tout. Leur comportement peut déclencher la colère en nous parce qu'ils reflètent des aspects de nous-mêmes que nous préférerions cacher. Le critique peut refléter notre propre critique intérieure, celui qui n'est jamais satisfait de nos réalisations. L'ami insouciant peut faire écho à notre peur d'être irresponsable. Le voisin râleur peut refléter notre tendance à la négativité que nous essayons de dissimuler. Comprendre la colère comme un miroir ne signifie pas excuser les comportements nuisibles ni devenir un paillasson. Cela signifie utiliser ces interactions difficiles comme des opportunités de découverte de soi et de croissance. Lorsque vous vous trouvez en proie à une colère intense contre quelqu'un, faites une pause et demandez-vous « Quelle qualité en lui est-ce que je rejette en moi-même ?» La réponse pourrait vous surprendre et vous libérer de schémas de réaction qui vous épuisent depuis des années. Cette prise de conscience mène naturellement à l'un des outils les plus puissants de l'arsenal stoïcien, le pardon. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre sur la façon dont les stoïciens comprenaient le pardon. Ils ne le voyaient pas comme une chose que vous faites pour l'autre personne. Ils le voyaient comme quelque chose que vous faites pour vous-même. Marc Aurèle enseignait que pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même. Il ne s'agit pas d'approuver un comportement nuisible ni de prétendre que les torts n'ont jamais été commis. Il s'agit de reconnaître que nourrir la colère et le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. J'ai appris cette leçon à travers l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie d'adulte. Un ami en qui j'avais totalement confiance avait divulgué des informations personnelles à mon sujet. Des informations qui ont porté atteinte à ma réputation et blessé ma famille. La trahison a été si profonde que j'avais du mal à manger ou à dormir pendant des semaines. Chaque fois que je repensais à ce qui s'était passé, la colère surgissait en moi comme un courant électrique. Pendant des mois, j'ai porté ce ressentiment comme un sac à dos lourd. Il assombrissait chaque interaction, me rendait méfiant envers tous mes autres amis et faisait de moi une personne que je ne reconnaissais presque plus.
La colère me consumait de l'intérieur, tandis que mon ancien ami semblait mener sa vie sans être affecté. Puis j'ai rencontré l'enseignement de Marc Aurèle sur le pardon en tant qu'auto-libération. J'ai compris que ma colère ne lui faisait aucun mal à lui. Elle ne me faisait du tort qu'à moi. Le ressentiment était devenu une prison, et j'étais à la fois le prisonnier et le geôlier. Le pardon n'est pas survenu du jour au lendemain. Ce n'était pas un simple instant de décision, mais un processus graduel de libération de la charge émotionnelle liée à ce qui s'était passé. J'ai dû pardonner, non pas parce qu'il méritait mon pardon, mais parce que je méritais de me libérer du fardeau de cette colère. La transformation a été remarquable. En laissant partir le ressentiment, j'ai eu l'impression qu'un poids s'évanouissait de mes épaules. Les couleurs semblaient plus vives, la nourriture avait meilleur goût, et je pouvais enfin dormir paisiblement. J'avais de l'énergie pour les gens et les activités qui m'importaient, au lieu de la gaspiller en entretenant de vieilles blessures. Cela ne signifie pas que la relation est redevenue ce qu'elle était avant. La confiance, une fois brisée, met du temps et des efforts à se reconstruire. Et il est parfois approprié de maintenir des limites avec les personnes qui nous ont blessés. Mais le pardon m'a permis d'avancer sans que le poison du ressentiment continue de gâcher ma vie. La pratique du pardon devient plus facile quand on réalise que chacun, y compris soi-même, fait de son mieux avec les ressources et la compréhension dont il dispose à un moment donné. Cela n'excuse pas les comportements nuisibles, mais cela offre un cadre pour lâcher prise sur la colère qui nous maintient prisonniers du passé. En pratiquant le pardon et en laissant partir les anciens ressentiments, nous commençons à toucher quelque chose de profond, la paix intérieure qui est notre état naturel quand la colère ne voile plus notre vision. Épictète enseignait que la paix intérieure commence là où la colère s'arrête. Ce n'est pas juste un langage poétique, c'est une observation pratique sur la nature de la conscience humaine. Quand la colère occupe notre espace mental, il n'y a pas de place pour la paix. Mais quand nous apprenons à lâcher prise sur la colère, la paix n'a pas besoin d'être créée ou fabriquée. Elle se révèle simplement comme ce qui a toujours été là, en dessous. J'ai expérimenté cette vérité durant une période particulièrement stressante au travail. Les malentendus semblaient se multiplier chaque jour, des conflits éclataient pour la moindre broutille, et je me retrouvais dans un état constant d'irritation sourde qui épuisait tout le monde autour de moi, y compris moi-même. Je ne pouvais pas profiter de mes soirées, parce que je luttais mentalement contre les combats de la journée. Le week-end était impossible à apprécier, parce que mon esprit rejouait les confrontations du lundi matin. Le tournant est venu quand j'ai réalisé que cette colère chronique était comme un bruit de fond qui noyait la paix qui tentait d'émerger. En utilisant les pratiques stoïciennes dont nous avons parlé, j'ai commencé à dissoudre systématiquement les ressentiments et les irritations accumulées. J'ai pardonné aux collègues qui ne nettoyaient jamais après lui dans la salle commune. J'ai laissé partir ma colère contre le superviseur qui semblait pratiquer le favoritisme. J'ai lâché prise sur ma frustration envers les systèmes inefficaces qui compliquaient les tâches simples. À mesure que chaque colère se dissolvait, quelque chose de magnifique apparaissait en lieu et place. Pas une positivité forcée ou une joie artificielle, mais un véritable sentiment de calme et de contentement. Je pouvais savourer les conversations sans chercher une critique cachée. Je pouvais apprécier les petits moments de beauté sans que mon esprit ne saute immédiatement à ce qui n'allait pas ou à ce qui devait être corrigé. Cette paix n'était ni fragile ni dépendante de circonstances extérieures parfaites. C'était un fondement profond et stable qui pouvait traverser les tempêtes temporaires sans être fondamentalement troublé. Lorsque de nouveaux défis surgissaient, je pouvais les affronter depuis cet état de calme intérieur plutôt que d'adopter une posture défensive faite d'accumulation de colère. La différence pratique a été remarquable. Des collègues ont remarqué combien j'étais devenu plus agréable à côtoyer. Ma famille a constaté que je rentrais à la maison réellement présent, au lieu d'être mentalement ailleurs. Même mon sommeil s'est amélioré parce que je n'emportais pas les frustrations de la journée dans la nuit. Cela nous mène à la dernière, et peut-être la plus transformatrice des révélations stoïciennes, la relation entre la gratitude et la colère.
Sénèque observait que la colère ne peut pas survivre dans un cœur rempli de gratitude. Ce n'est pas juste un joli sentiment. C'est une vérité psychologique sur le fonctionnement de notre esprit. Réfléchissez-y d'un point de vue pratique. Gratitude et colère exigent des formes d'attention complètement différentes. La gratitude se concentre sur ce que nous avons, ce qui fonctionne, ce que nous apprécions. La colère se focalise sur ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui menace. Il est neurologiquement impossible de maintenir ces deux états simultanément. J'ai découvert la puissance de ce principe lors d'un conflit avec quelqu'un que j'aime profondément. Cette personne avait pris une décision qui me semblait être une critique personnelle de mes valeurs et de mes choix. La colère montait vers quelque chose qui aurait pu endommager irrémédiablement notre relation. Mais je me suis rappelé l'enseignement de Sénèque sur la gratitude comme antidote à la colère. Au lieu de continuer à alimenter la colère en répétant mentalement toutes les façons dont j'avais été lésé, j'ai délibérément changé mon attention vers tout ce que j'appréciais chez cette personne. Je me suis souvenu des actes de gentillesse qu'elle m'avait offerts au fil des ans, des moments où elle m'avait soutenu dans les difficultés, des instants de rire et de complicité que nous avions partagés. Alors que je remplissais mon esprit de gratitude sincère pour sa présence dans ma vie, quelque chose de remarquable s'est produit. La colère n'a pas seulement diminué, elle s'est transformée. Je pouvais toujours voir que sa décision avait été blessante, mais je pouvais aussi comprendre son point de vue. J'ai pu aborder le problème sans la charge émotionnelle qui aurait transformé une conversation difficile en une dispute dévastatrice. Cette pratique fonctionne même dans les situations où la gratitude n'est pas dirigée vers la personne. Qui a déclenché votre colère? Quand la tonte de la pelouse de mon voisin tôt le matin me rendait fou, j'ai commencé une pratique mentale de gratitude au lieu d'alimenter l'irritation. J'étais reconnaissant d'avoir une maison pour être réveillé, la capacité d'entendre les sons d'un quartier où les gens prennent soin de leur propriété, la santé qui me permettait d'être dérangé par quelque chose d'aussi mineur. Au fur et à mesure que mon cœur se remplissait de gratitude pour ces simples bénédictions, il n'y avait tout simplement plus de place pour la colère contre l'horaire de tonte de la pelouse. La situation n'a pas changé, mais ma relation à elle a été complètement transformée. Marc Aurèle a ajouté une autre couche à cette sagesse. Celui qui se remplit de gratitude est invincible face à la colère. Invincible ne signifie pas que vous ne ressentez jamais la colère. Cela signifie que vous n'êtes plus vaincu par elle. La gratitude devient une sorte d'armure émotionnelle qui protège votre paix intérieure sans vous rendre dur ou indifférent. Le secret est de faire de la gratitude une pratique quotidienne plutôt qu'une réaction d'urgence à la colère. Lorsque vous remplissez régulièrement votre esprit d'appréciation pour le bon dans votre vie, vous construisez un fondement qui résiste naturellement à la toxicité du ressentiment. C'est comme renforcer votre système immunitaire. Vous n'évitez pas tous les défis émotionnels, mais vous bâtissez la résilience pour les affronter sans être submergé. Alors que nous arrivons à la fin de notre parcours ensemble, je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Ces 9 enseignements stoïciens ne sont pas de la vieille philosophie poussiéreuse qui dort dans des bibliothèques. Ce sont des outils pratiques qui ont été testés par des millions de personnes à travers des millénaires. Ils fonctionnent parce qu'ils reposent sur des vérités fondamentales sur la nature humaine et la mécanique de l'expérience émotionnelle. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ne vivaient l'un pas dans quelques bulles philosophiques sereines. Ils ont fait face à la trahison, à l'intrigue politique, à l'exil, à la maladie et à la mort. Ils ont développé ces révélations non pas malgré leurs difficultés, mais grâce à elles. Ils ont découvert que la colère, correctement comprise, n'est pas notre ennemi. C'est une énergie qui peut être transformée en sagesse, compassion et force. La personne qui maîtrise ces 9 principes acquiert quelque chose de précieux, la capacité de rester calme et lucide, quelles que soient les circonstances extérieures. Elle développe ce que les stoïciens appelaient une citadelle intérieure, un noyau de paix qui ne peut être perturbé par les actions des autres ou par les inévitables défis de la vie. Mais rappelez-vous, la maîtrise n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes et que vous maintenez sans effort. C'est une pratique à laquelle vous revenez encore et encore.
Chaque fois que vous choisissez de voir la colère comme un feu que la sagesse peut guider, chaque fois que vous utilisez le comportement de quelqu'un d'autre comme un miroir, pour mieux vous comprendre, chaque fois que vous pratiquez le pardon comme un cadeau pour vous-même, vous renforcez ces voies neuronales et rendez la sagesse plus accessible. La transformation n'est pas seulement personnelle. À mesure que vous devenez moins réactif et plus réceptif, vous changez le climat émotionnel de chaque pièce dans laquelle vous entrez. Votre famille ressent moins de tension. Votre lieu de travail devient plus collaboratif. Vos amitiés se renforcent. Vous devenez une source de calme dans un monde qui a désespérément besoin de plus de paix. Les anciens stoïciens croyaient que nous avons la responsabilité de développer notre caractère non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour celui de la communauté humaine. Lorsque vous maîtrisez votre colère, vous n'améliorez pas seulement votre vie, vous rendez le monde un peu plus paisible pour tous ceux qui vous rencontrent. Ces enseignements sont votre héritage venant de quelques-unes des personnes les plus sages qui n'aient jamais existé. Ils vous offrent les clés de la liberté émotionnelle qu'ils ont payées de leur propre lutte et de leur propre révélation. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. La question est de savoir si vous allez les utiliser. Commencez dès aujourd'hui. Commencez petit. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter, souvenez-vous que vous avez des choix. Vous pouvez l'alimenter et la laisser vous consumer, ou vous pouvez appliquer ces outils anciens et la transformer en quelque chose de beau. Vous pouvez rester esclave de vos émotions, ou vous pouvez devenir leur guide sage et compatissant. Le chemin vers la paix intérieure commence par un seul choix conscient. Répondre au lieu de réagir. Ce choix est toujours à votre portée. À chaque instant, peu importe ce qui s'est passé avant. C'est le véritable cadeau de la sagesse stoïcienne, la reconnaissance que votre vie intérieure vous appartient et qu'avec les bons outils, vous pouvez la façonner en quelque chose de magnifique. Le feu de la colère brûle dans chaque cœur humain. La question est de savoir si vous le laisserez brûler votre maison ou si vous apprendrez à l'entretenir avec sagesse. Les maîtres vous ont montré la voie. Maintenant, il est temps de parcourir ce chemin par vous-même.